cette vidéo, je vais présenter le plan expérimental et les différentes étapes nécessaires pour tester notre hypothèse. Je rappelle notre hypothèse. Chez un patient porteur d'une anomalie génétique responsable d'une maladie cardiaque, à partir d'un prélèvement de ses urines, on peut obtenir des cellules cardiaques qui ont le même patrimoine génétique que le patient et qui permettent d'étudier et de comprendre sa maladie. Je rappelle également les patients choisis pour tester l'hypothèse. Il s'agit d'une famille avec un sujet de sexe masculin atteint d'un syndrome du QT long, ayant présenté un trouble du rythme cardiaque très grave lors de la prise d'un médicament antitussif, le clobutinol. Le patient est porteur d'une mutation dans le gène codant le canal potassique ERG, la mutation étant une substitution d'une aniline par une proline en position 561, donc A561P. Dans une publication scientifique précédente, publiée en 2004, nous avions montré que le clobutinol est un bloqueur du canal ERG. Pour tester notre hypothèse, il a fallu comparer les résultats obtenus dans les cellules du patient porteur de la mutation A561P du canal ERG à d'autres cellules non porteuses de la mutation pour mettre en évidence d'éventuelles modifications cellulaires en rapport avec la mutation. On a décidé de prendre deux contrôles. Les cellules de la mère du patient, qui n'ont pas de syndrome du QT long et qui n'est pas porteuse de la mutation. Ce contrôle familial, appelé contrôle UHIPS, U pour urine, H pour humain, IPS pour Induced Pluripotent Stem Cells, a l'avantage de présenter un fond génétique proche de celui du patient, mais sans la mutation. Les cellules d'un individu contrôle extrafamilial, qui n'a pas de fond génétique commun avec le patient. Il s'agit d'une lignée IPS qu'on a dans le laboratoire depuis plusieurs années et qui est issue de fibroblastes de peau, appelés contrôle FHIPS, F pour fibroblast, H pour humain, IPS pour Induced Pluripotent Stem Cells. Cette sélection a aussi l'avantage de permettre la comparaison entre des cellules reprogrammées à partir de cellules de la peau et celles reprogrammées à partir de cellules d'urine. Nous allons maintenant passer au plan expérimental lui-même. Celui-ci a comporté une étape préalable. Il a fallu d'abord expliquer l'étude aux patients et à sa mère et leur demander s'ils étaient d'accord pour participer à l'étude et donner un échantillon d'urine. Il a fallu ensuite obtenir leur consentement écrit sur un modèle validé par un comité d'éthique. Cette partie est prise en charge par le Centre d'investigation clinique. Elle est un préalable au lancement de l'étude, car sans échantillon, il n'y aurait pas eu d'étude. La première étape de l'expérimentation scientifique a consisté à récupérer les cellules contenues dans les échantillons d'urine, les reprogrammer en cellules souches et démontrer qu'on obtenait bien des cellules souches pluripotentes. Le caractère pluripotent et la différenciation reposent sur un faisceau d'arguments. Expression de gènes de pluripotence, mesurés par RT-PCR, présence de marqueurs protéiques de pluripotence, démontrés par immunohistologie et quantifiés par cytométrie en flux, formation de tératomes lors de l'injection de ces cellules chez la souris. On a aussi vérifié, dans chaque expérience, que la mutation n'induisait pas de modification dans la reprogrammation des cellules, ni dans leur caractère pluripotent. La deuxième étape a consisté à différencier les cellules IPS en cardiomyocytes dits fonctionnels. Cette étape repose de nouveau sur un faisceau d'arguments. Contraction des cellules en culture spontanée et synchronisée, expression de gènes spécifiques cardiaques par RT-PCR, présence de protéines spécifiques cardiaques par immunohistochimie et fonctionnalité électrique avec présence de profils cellulaires électriques typiques de cardiomyocytes ventriculaires par électrophysiologie. Cette étape très importante a permis de répondre à la première partie de l'hypothèse.
on peut obtenir des cardiomyocytes à partir d'un prélèvement d'urine. Les résultats ont constitué la première partie des résultats de l'étude. On a de nouveau vérifié, dans chaque expérience, que la mutation n'induisait pas de modification dans la différenciation en cardiomyocytes, ni dans les propriétés électriques de base des cardiomyocytes. La troisième étape a consisté à identifier les modifications cellulaires induites par la mutation A561P dans ERG et à étudier si ces modifications miment le phénotype clinique du patient. Cette étape repose à nouveau sur un faisceau d'expériences. Étude de l'expression du gène ERG par RT-PCR, étude de la quantité de protéines ERG dans la cellule et de sa localisation cellulaire par Western blot et immunohistochimie, étude du courant ionique associé au canal ERG et du potentiel d'action par électrophysiologie, et étude des modifications induites par l'addition d'un bloqueur de ERG similaire au clobutinol qui a induit des troubles du rythme ventriculaire chez le patient. Dernier point, chaque expérience du plan expérimental a été répétée au moins 3 fois. En effet, la reproductibilité, c'est-à-dire le fait d'obtenir des résultats similaires dans des expériences répétées, est aussi un élément important pour affirmer la réalité d'un résultat. En conclusion, le plan expérimental montre que plusieurs étapes préalables longues et potentiellement bloquantes doivent être réalisées avant de rentrer dans le cœur du sujet, la modélisation de la pathologie à proprement dite. Enfin, il faut aussi souligner la nécessité d'obtenir un large faisceau d'arguments pour valider l'hypothèse.